Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, nous parlerons de l'islamophobie et d'un état des lieux de cette question épineuse. Et pour évoquer ce sujet délicat, j'ai plaisir à vous présenter Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford et vous êtes auteur de nombreux ouvrages à propos de ces questions de l'islam et de l'islamologie d'une manière générale. Merci de nous faire l'amitié de venir. Et pour suivre sur ce sujet, je vous convie, ainsi que nos chers amis téléspectateurs, à suivre ce micro-trottoir à propos de l'islamophobie, de sa définition. Regardez. L'islamophobie, c'est ne pas accepter la différence de religion. Moi, je suis américain, donc c'est la même chose pour nous. Mais bon, c'est ça, c'est la peur de l'inconnu un peu. La peur de l'islam ici en Occident et la confusion entre l'islam et l'intégrisme. C'est un rejet de l'islam. Je pense que c'est un peu une peur infondée ou autre de cette religion en fait. Avec l'image qui est véhiculée sur les chaînes de télévision. Pour moi, c'est un fonds de commerce, c'est quelque chose que ça se vend bien. On aime bien parler d'islamophobie parce que ça attise les tensions, les passions, et tout le monde en parle. Voilà. Il y a quelques années de cela, on avait de l'antisémitisme, aujourd'hui on a de l'anti-islam. Je pense qu'on peut quand même avoir des relations plus saines, plus normales. Voilà. C'est une manque d'information. Hein. La peur, ça vient toujours de l'ignorance. Votre réaction, Tariq Ramadan, à ce sujet? Je pense que ce que l'on a du point de vue du public est juste. Maintenant, il faut vraiment qu'on fasse très très attention à l'instrumentalisation du mot dans tous les sens du terme en fait, parce que le mot a plusieurs sens, plusieurs possibles utilisations politiques. Et quelle est l'acception que vous donneriez vous-même au mot islamophobie? Et qu'est-ce que ça sous-tend comme concept? Alors, moi, je fais très attention à son usage, même s'il a été officiellement utilisé par l'Observatoire du racisme à Vienne, par exemple. On parlait clairement d'islamophobie. Dans le monde anglophone, on l'utilise beaucoup plus aisément et sans crainte que dans le monde francophone. Cela étant, il faut, pour ma part, faire la distinction entre l'islamophobie comme un phénomène qui est clair aujourd'hui, d'un rejet de l'islam, d'une perception très négative de l'islam, d'une peur de cette réalité-là, et à partir de là, essayer de comprendre que quand on attaque les musulmans parce qu'ils sont musulmans, ou l'islam parce que c'est l'islam, sans autre circonstance ou sans autre cause que d'attaquer la personne pour ce qu'elle est. Comme par exemple quand on est contre les Noirs ou qu'on attaque les Noirs parce qu'ils sont noirs. Cela, c'est un nouveau type de racisme, un racisme anti-musulman pour lequel on peut utiliser islamophobie si et seulement si on clarifie la définition. Maintenant, vous avez une peur de l'islam qui est répandue à travers le public et qui vient du fait que quand vous regardez la télévision, quand vous écoutez ce qui est dit sur l'islam, quand vous voyez le comportement de certains musulmans, vous ne pouvez pas ne pas avoir une petite crainte, une peur. C'est entre la violence et l'isolation et le rejet. Et donc là, dans le public, je ferai très attention à ne pas confondre cette peur de l'islam avec du racisme. Ça, c'est une peur de l'islam qui est diffuse, dont les musulmans, les leaders comme les musulmans ordinaires doivent prendre la mesure. Ils doivent se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur et que leurs peurs sont légitimes. Et qu'il faut distinguer ceci de l'utilisation politique de l'islamophobie, c'est-à-dire l'usage de la peur pour des politiques émotionnelles par les populistes en Europe, par le Tea Party aux États-Unis, et qui est aujourd'hui se propage et qui est un vrai fléau, mais pas simplement pour les musulmans, un vrai fléau pour nos démocraties. Alors Tariq Ramadan, vous qui êtes un fin observateur, comment perceviez-vous vous-même aussi ce phénomène? Alors sur les deux points, sur les deux plans, je dirais, il y a une évolution. Du point de vue du public, il est évident aujourd'hui que les populations en Occident, aux États-Unis, comme en Australie, comme en Europe, ont une perception de l'islam négative, eu égard
à des faits historiques qu'on ne peut pas nier, c'est-à-dire le 11 septembre, le 7 juillet, les attentats terroristes, la violence, tout ça, ça existe. Le 7 juillet 2005 à Londres. Voilà, exactement, oui. Et donc, on a des faits qui... Et puis, l'idée que l'islam pose problème. Dans mon pays, la Suisse, on a un parti populiste qui a dit, attention, les minarets, c'est l'arme des musulmans qui sont en train de coloniser nos pays. Donc là, on a quelque chose qui se répand et qui est une peur. Il faut en tenir compte, elle est grave, elle est profonde, il faut vraiment prendre cela très très au sérieux. D'un autre côté, ce qui augmente, c'est l'usage politique de ceci. C'est vrai en France, c'est vrai au Danemark, c'est vrai en Hollande, c'est vrai en Suisse, c'est vrai dans toute l'Europe, c'est vrai aujourd'hui aux États-Unis, au Canada. Des partis politiques ont compris que avec l'usage de l'islam comme épouvantail, comme élément à faire peur, pouvait leur faire gagner des voix. Alors on va de la prière dans la rue, au minaret, à la visibilité des musulmans, et ça c'est très important. La visibilité des musulmans, historiquement, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que les musulmans se sont installés, qu'ils sont chez eux maintenant en Europe et qu'ils vivent. Et certains retournent ceci en disant, attention, leur visibilité, c'est-à-dire par la couleur, c'est par dire la tenue vestimentaire, c'est par les mosquées, eh bien c'est la preuve qu'ils ne s'intègrent pas. On est en train de retourner les choses, et là aussi, c'est un phénomène qui augmente, et donc nous devons être très très attentifs à cela. Alors, Tariq Ramadan, avant d'arriver effectivement à ces analyses et aux origines, je vous convie à suivre les analyses du journaliste Thomas Deltombe qui a fait une enquête somme à propos de cette question. Regardez. Je m'étais rendu compte en tant que spectateur, en tant que téléspectateur, qu'on disait des choses sur l'islam qui étaient systématiquement accusatoires, stigmatisantes. Et donc ce qui m'a intéressé, c'est essayer d'utiliser, de regarder, disons, les médias comme un observatoire de la façon dont on peut construire une opinion publique sur un sujet donné, et en l'occurrence sur la religion musulmane, sur les musulmans en général. Je mets des guillemets autour de musulmans parce qu'on n'est jamais tout à fait sûr de savoir de quoi on parle quand on parle de musulmans. Et je me suis rendu compte dans cette étude qui était assez fouillée en fait, parce que je me suis attaché à revenir depuis les années 70 sur cette image qui a été véhiculée de l'islam et des musulmans, et je me suis rendu compte qu'effectivement c'était développé dans les 3 ou 4 dernières décennies ce qu'on peut qualifier d'islamophobie, c'est-à-dire une peur haineuse d'une partie de la population française, et cette peur haineuse étant véhiculée à travers l'objet islam ou à travers ce qu'on croit être l'islam, que ce soit à travers notamment les signes visibles de l'islam, que ce soit le foulard, dont on parle trop, mais aussi les mosquées, les prières de rue, le halal, et toutes ces questions-là. Moi, ce qui m'a frappé en revenant dans les années 70, en essayant de comprendre comment était née l'image actuelle de l'islam, c'est de constater qu'en réalité, on voit beaucoup de journalistes parler de l'islam, on voit beaucoup d'hommes politiques parler de l'islam, mais on voit très peu de musulmans. Et donc c'est quand même assez ennuyeux de parler de l'islam, mais de donner si peu la parole aux musulmans et aux musulmanes. Je m'étais rendu compte de ça, notamment quand j'avais travaillé sur la première affaire des foulards, ce qu'on appelait à l'époque les tchadors, et j'avais calculé le temps de parole qui avait été donné aux premières concernées, en l'occurrence les élèves voilés. Et c'était des quelques secondes. Sur des mois de polémique, c'était quelques secondes. Ce qui prouve bien qu'on ne s'intéressait en fait pas du tout à la façon dont ces victimes finalement de la polémique pouvaient, elles, regarder cette polémique. On parlait sans eux. Voilà, c'était là un sujet signé Boualem Gueritli. Thomas Deltombe disait dans ce sujet qu'il y a une peur haineuse de l'islam. Thomas Deltombe dit des choses très très intéressantes et très très importantes. D'abord, il dit une première chose qu'il faut relever, il dit ça n'est pas aussi récent qu'on le pense. Il dit ça dure sur 3 décennies, et il a raison, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer avec l'installation des musulmanes et des musulmans en Europe, leur nouvelle visibilité, la question de l'immigration va faire provoquer un mélange, l'idée qu'on n'est plus chez soi, que toutes ces personnes ne sont pas véritablement européennes, pas véritablement françaises, pas véritablement américaines, que l'islam, c'est l'altérité. L'islamophobie, c'est ça, en fait. C'est la construction de l'autre. C'est la construction de l'autre, alors, dont on ne connaît souvent rien, et donc ça provoque des peurs, dont on a l'impression qu'il est un danger, qu'il devient une menace, et donc on va construire un discours sur la menace, c'est-à-dire de la protection, parce qu'on ne sait pas forcément qui l'on est. Eh bien, celui qui vient à nous, il dérange en plus qui l'on croit être, et donc ça provoque une autre peur. Et ajouter à cela, ce qu'il dit également, c'est tout le discours politique qui va être aussi le fait que quand vous avez un concitoyen
qui a un problème avec sa société, on lui donne sa parole, on ne parle pas à sa place, on lui donne le droit au chapitre. Et finalement, c'est vrai, on a souvent vu des gens parler à propos des musulmans, s'exprimer pour l'islam, mais ce n'étaient pas forcément des musulmans. Et donc la parole musulmane, de ce point de vue-là, a été un tout petit peu spoliée dans la réalité du débat. Et pour que je sois l'un d'entre nous, pour que je sois chez moi là où je suis, la première qualification, c'est celle de prendre la parole avec liberté dans une démocratie. C'est ça qui devrait être important. Ajoutez à cela un autre élément qui est dans son ouvrage et dans ce qu'il disait ici, c'est la couverture médiatique. C'est-à-dire que là aussi, on est dans un cercle vicieux. On ne peut pas reprocher aux médias de donner au public ce que le public aime. Mais finalement, ce que le public aime, dans un cercle vicieux, finit par conforter cette image du négatif, de la menace, et puis de construire un discours de rejet sur la seule base de la sécurité. Mais quand la sécurité de notre société se fait aux dépens du caractère de notre concitoyenneté, de nos droits et de notre respect de l'autre, de l'islam qui est devenu une religion européenne, qui est une religion française, bien, quand on n'est pas dans cette dynamique-là, eh bien effectivement, on construit quelque chose qui va être un nouveau type de racisme. Et ça, il faut vraiment lutter contre cela. Mais comment faut-il faire pour que les musulmans s'approprient la prise de parole publique sur leur propre tradition religieuse? On ne peut pas reprocher à nos concitoyens d'avoir peur. Il doit bien y avoir des raisons objectives à la peur. Et la première des choses, c'est l'autocritique. L'autocritique, c'est si autour de moi, mes concitoyens ont peur de ce que je suis, ce que je n'ai pas la bonne méthode pour dire à mon voisin qui je suis. Quelles sont mes valeurs? Et donc, au lieu de réagir en s'isolant, la perpétuation, l'approfondissement ou l'élargissement de l'islamophobie devrait avoir pour conséquence pour les citoyens français de confession musulmane de sortir de leur isolement, de s'exprimer davantage, d'aller à la rencontre de leurs voisins, d'être beaucoup plus présents, d'être de nouveaux médiateurs au sens de médias, c'est-à-dire d'apporter une nouvelle image. Ça, c'est une caractéristique qui est très importante, c'est l'autocritique. La deuxième des choses, à mon sens, qui est importante, c'est ne pas confondre les questions légitimes de nos concitoyens quant à ce que nous sommes et l'instrumentalisation politique par les populistes de ce qu'ils sont en train d'essayer de faire croire à leurs concitoyens. Parce qu'au bout du compte, le temps politique est toujours un temps électoral. Donc, on peut faire peur sur 6 mois pour gagner les prochaines élections, mais on ne se rend pas compte de l'impact psychologique sur le long terme. Et aujourd'hui, effectivement, des statistiques montrent qu'en Europe, en France même, jusqu'à 75% des Français associe islam à une menace et à la violence. C'est dramatique ça, parce que ça ne permettra pas le vivre ensemble. Donc il faut aujourd'hui que les concitoyens ou que les citoyens sortent de leur ghetto et surtout une chose, combattent tous les racismes ensemble, mais pas de façon isolée. Ça n'est pas une question islamique. Comme la question noire n'est pas une question noire. Comme la question juive n'est pas une question juive. C'est une question citoyenne et c'est une question de droits humains. Il faut qu'ensemble, nous ouvrions un vrai front de résistance à toutes les tentations populistes et à toutes les instrumentalisations des racismes. Des musulmans de France, tout particulièrement, se sont organisés. Il y a un observatoire de lutte contre l'islamophobie et je vous convie à suivre ces actes recensés par le dit observatoire. Regardez. Pour essayer de déterminer les actes islamophobes, nous avons 2 sources d'information. Nous avons d'abord les responsables des mosquées et les présidents des CRCM, les conseils régionaux, qui nous envoient l'information qui monte de la région au sommet, et également le ministère de l'Intérieur. Et nous nous réunissons une fois par trimestre pour faire le point des actes islamophobes qui se sont tenus dans les différentes régions de France avec des chiffres précis. On constate quand même entre 2010 et 2011, il y a une augmentation de 34% des actes islamophobes en France. Les actes les plus fréquents, c'est d'une part les tentatives d'incendie des lieux de culte ou incendie des lieux de culte. Et puis la mode est devenue par rapport aux cimetières, profanation des tombes, et particulièrement personnellement ce qui me choque dans cette affaire, c'est que la profanation des tombes de militaires morts pour la France. Ils sont venus à une période difficile pour combattre afin que le drapeau tricolore continue à flotter. Ils sont venus combattre contre le nazisme et le fascisme. Nous avons demandé à l'Assemblée nationale de constituer une commission
une mission parlementaire pour analyser ce phénomène-là. Pourquoi? Parce qu'une mission parlementaire, on peut